pouvoir du podcast, c'est de laisser les gens se créer eux-mêmes des images mentales, parce qu'ils n'ont pas l'image, ils ont uniquement le son. Le podcast, c'est le meilleur des relais pour passer un message. On peut pas mentir avec l'audio. C'est ultra humain et je pense que c'est l'un des médias les plus puissants qui puissent exister aujourd'hui. Vous gérez la communication d'une entreprise, d'une institution ou d'une ONG, ou vous êtes entrepreneur ou créateur ou créatrice, vous voulez créer ou développer un podcast pour vous démarquer et amplifier l'impact de votre activité. Bienvenue dans le pouvoir du podcast. Je suis Mélanie Hong, experte en création et développement de podcasts et fondatrice du studio Bonjour Podcast. Et chaque semaine, je vous donne rendez-vous avec une mini-série de conseils ou un retour d'expérience concret. L'objectif ? Vous donner des idées et surtout des recommandations d'action prêtes à appliquer pour améliorer votre podcast pour qu'il soit de qualité et écouté. C'est parti pour l'épisode de la semaine. Dans le 3e et dernier épisode de cette mini-série consacrée à l'interview, vous savez maintenant pourquoi réaliser des interviews, pourquoi il est utile de s'y former, comment les préparer. Maintenant vous êtes prêts, vous allez interviewer. Au programme, mettre à l'aise votre invité et vous mettre à l'aise aussi. Ensuite, mener l'interview, suivre un fil conducteur, rebondir, recadrer. Et pour finir, je me suis dit que c'était intéressant de vous donner un exemple, ou plutôt un contre-exemple de tout ce qu'on vient de vous dire, parce que parfois, les interviews peuvent être réussies, même quand elles ne correspondent à rien de tous les conseils qu'on vous a donnés. C'est parti. Pour qu'une interview se passe dans les meilleures conditions, l'idéal, c'est de faire en sorte que votre invité se sente en confiance, à l'aise avec vous. Et c'est le cas que votre invité soit habitué, qu'il ait fait des dizaines, des centaines d'interviews. C'est toujours important de créer un lien. Et c'est aussi important, bien sûr, quand c'est la première fois, parce que la personne aura besoin d'être rassurée. Ça va permettre d'obtenir un échange plus fluide, plus naturel. Alors, Alice Milo conseille de prévoir un temps pour discuter un peu avant de commencer, mais aussi de ne pas venir micro allumé. Déjà, la première chose, c'est l'importance du small talk. T'arrives, surtout, tu parles pas directement du sujet, tu parles de la pluie, du beau temps, du trajet que tu as fait pour venir jusqu'ici, n'importe quoi, en fait, qui soit agréable et léger, en fait, avant de s'installer. Ne surtout pas rentrer dans le sujet, parce que une fois encore, on serait dans la même problématique qu'avec le brief. Vous risqueriez que la personne commence à rentrer dans le vif du sujet, alors vous n'avez pas encore allumé son micro. Après, il y a 2 écoles. Il y a des journalistes qui conseillent d'arriver micro ouvert et il y a des journalistes qui conseillent d'allumer le micro plus tard. Moi, personnellement, je trouve ça extrêmement agressif d'arriver chez quelqu'un avec un micro déjà allumé. Alors, certains journalistes vous diront « Ouais, mais comme ça, vous enregistrez tout, tous les accidents, vous pouvez même les garder, c'est hyper naturel, hyper spontané. » Mais moi, je détesterais qu'on me fasse ça, en fait, quoi. On est d'abord des humains et qui se rencontreront et après, il y a un micro qui est ouvert. Si j'ai besoin de faire une entrée, je la refais en fake après, en fait. J'ai aucun problème moral à faire du fake. Ça me dérange pas du tout de refaire une entrée comme on fait en télé, en fait. De refaire bonjour, frapper à la porte, sonner à la main, on frappe, bonjour, ça va, c'est chez vous, nan. Si vous tenez absolument à le faire, il faut prévenir la personne au téléphone avant que votre micro sera allumé. Si vraiment c'est très important pour vous que le micro soit allumé tout le temps, ça peut être une démarche radiophonique, mais je trouve qu'il faut vraiment prévenir la personne en amont. C'est vrai que je trouve que les podcasts où on entend sonner à la porte, les personnes s'installent, on les entend parler, chuchoter, c'est assez immersif, on a l'impression d'être dans la pièce avec eux. J'aime beaucoup, mais je partage le point de vue d'Alice qu'il faut dans ce cas prévenir la personne, ou alors refaire la scène a posteriori. D'ailleurs, si vous voulez un exemple de ça, on l'a fait avec Serge Lama dans le podcast de Warner Music France. Décidément, je vous en parle beaucoup. Et c'est, je crois, dans le premier épisode de la série intitulée « À cœur ouvert ». En fait, on avait discuté pendant 1 ou 2 heures. Et à la fin, on a joué à ressonner à la porte et à se dire bonjour. C'était assez amusant à faire. Alors si vous écoutez, vous me direz si ça sonne naturel. Parce que on n'a pas non plus fait énormément de prises. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aurais pas pu venir les micros allumés, sans prévenir et enregistrer comme ça notre arrivée. Je reviens à notre sujet. Après le small talk, la personne est à l'aise, vous pouvez la préparer à l'enregistrement, mais c'est pas encore le moment de poser vos questions. Une fois que ce small talk il est passé, je m'installe, je montre le matériel aux gens, je montre que je vais mettre un casque sur mes oreilles,
Je montre que c'est du matériel qui est léger, qui est discret. Je montre mon micro. Je montre à quelle distance le micro va être placé par rapport à la bouche. Il faut les prévenir en amont et leur dire, voilà, le micro, il va être là, je vais le mettre là. Oui, je sais, c'est très près, c'est déroutant, mais j'ai besoin qu'il soit à ce niveau-là. Ensuite, ce que j'explique aux gens, c'est que voilà, tout ce matériel, aussi discret soit-il, va être perturbant pour eux les premières minutes. Oui, ça va vous paraître déroutant, ce micro, il va vous mettre mal à l'aise. C'est normal, tout le monde est mal à l'aise. Faites en sorte que vos toutes premières questions soient des questions qui ne soient pas trop intéressantes ou pas trop importantes. Les 5 premières minutes sont des fois un peu flottantes. Donc, c'est bien de prévoir des questions un peu bateau, en fait, au début, avant de rentrer dans le vif du sujet, où la personne se sera un petit peu plus habituée à la présence du micro. Ensuite, ce que moi je dis aux gens, c'est voilà, donc ce micro, il est gênant, mais en fait, c'est mon travail de vous le faire oublier, de vous mettre à l'aise. Donc, ne vous inquiétez pas, je suis une professionnelle. Dans 5 minutes, vous l'aurez oublié ce micro et vous allez rentrer dans notre conversation et vous n'y penserez plus. Et si vous y pensez encore dans 5 minutes, c'est que moi, je fais du mauvais job. Donc, tout est de ma faute. Et en fait, une fois dit ça aux gens, les gens, ils se détendent complètement, en fait. C'est-à-dire que d'un coup, ils comprennent que tout est entre vos mains, à vous, intervieweurs, et qu'ils n'ont plus qu'à se reposer entre vos mains. Ils ne se mettent pas dans une posture, vous voyez, d'interviewer, en fait. Parce que là, voilà, le naturel peut s'installer parce que c'est vous qui savez faire, c'est vous le pro, c'est vous qui allez les mettre à l'aise. Donc moi, je trouve que ces phrases-là, bon, après, chacun trouve ses mots et sa manière de dire. Hein. Moi, là, je vous livre comment je fais moi, hein, mais chacun après choisit ses mots. C'est vrai que le brief sur le matériel est important. Au début, je le faisais pas et ça crée un malaise quand il y avait un souci ou que les personnes n'étaient pas forcément habituées à tout ce matériel. Moi, j'ajouterais que si vous êtes accompagné d'un ingénieur du son, vous pouvez le présenter, indiquer qu'il est susceptible de vous interrompre, si jamais il y a un bruit, que c'est possible qu'on refasse une séquence ou une phrase. Ça sera moins perturbant de le dire avant, pendant le brief, que de le faire sur le moment et que la personne ne s'y attende pas. Et si jamais vous êtes seul à gérer à la fois l'interview et le matériel, vous pouvez prévenir la personne aussi que vous regarderez de temps en temps votre enregistreur, que c'est tout à fait normal, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Comme ça, si jamais vous quittez 2 secondes la personne des yeux pour vérifier que ça enregistre toujours, elle ne va pas se demander ce qui se passe, elle aura été prévenue. Et enfin, vous pouvez finir votre brief en rappelant que c'est un podcast, que c'est pas du direct, que c'est pas de la radio, et donc il y aura du montage. Et donc, si elle le souhaite, elle peut hésiter, elle peut reformuler ses propos, elle peut reprendre une phrase, et qu'à la fin de la conversation, il est possible de demander à couper. Et au contraire, si vous ne faites aucune coupe, c'est aussi le moment de lui dire pour qu'elle réponde aux questions et se livre en connaissance de cause. Une autre chose que je dis en préambule que je trouve très importante sur les témoignages intimes, je démarre toujours mes interviews en disant aux gens, vous avez accepté le principe de cette interview, donc j'ai le droit de poser toutes les questions que je veux. Et elle sait qu'à tout moment, elle peut sortir son joker. Et en fait, quand vous dites ça, les gens, ils sortent jamais leur joker, en fait. Le simple fait d'avoir cette carte en leur possession suffit à ne pas avoir envie de l'utiliser, quoi. Et ça les rassure énormément. Voilà, vous avez donc quelques astuces pour mettre votre invité à l'aise, mais une chose à laquelle on ne pense pas forcément, et sur lequel Fab Flo, qui a lui aussi ses 15 ans d'interview derrière lui, c'est de prendre le temps de vous mettre à l'aise, vous. Tout ce que j'ai appris au fil du temps pour mettre la personne à l'aise et pour l'avoir vécu quand j'étais intervieweur débutant, quand tu es toi-même hyper stressé, parce que en fait, comme tout débutant, j'étais stressé, et ben ça va stresser la personne en face. Et si tu stresses la personne en face, elle va d'autant plus te renvoyer son stress, et en fait, ça va faire un cercle vicieux, une boucle horrible de somme et de tristesse et de stress. Alors que l'idée d'une interview, pour moi, c'est avant tout de rencontrer quelqu'un. Et en fait, tu rencontres pas quelqu'un si tu es ultra stressé et que tu lui envoies tout ton stress à la gueule. Pour calmer votre stress, vous pouvez même vous créer un petit rituel d'intervieweur, comme un artiste. Pour moi, c'est vraiment un truc qui est hyper important. C'est déjà l'endroit, le setup, la façon dont tu te poses, etc. Moi, j'aime bien recevoir les gens dans mon canapé. C'est ce que j'appelle mon rituel, tu vois, avec les gens. Je sais exactement comment je fais pour les mettre à l'aise, etc. Comment je fais aussi pour moi me mettre à l'aise. Je sais pertinemment que les interviews que je fais à l'extérieur, potentiellement, elles vont être un peu moins bonnes parce que il faut que je m'adapte, il faut que je trouve, tu vois, une prise de courant, un machin, un endroit, il faut que la salle soit calme, etc. Moi, je sais que chez moi, là, je maîtrise mon environnement. Et en fait, plus je vais être en maîtrise, plus je vais pouvoir, sur le moment de l'interview, lâcher. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est-à-dire juste une fois que je sais exactement
ok, la personne, elle est posée, etc. Je sais aussi à quel point ma place à moi en tant qu'intervieweur, elle est importante et à quel point mon degré de tranquillité et de coolitude va être répercuté, mais directement sur la personne. Où, tu vois, souvent, je mets des casques. J'ai un casque, moi, mais en fait, je mets aussi un casque à mon invité. Et en fait, tu vois, je me pose et très souvent, je prends une grande inspiration. Et en fait, par mimétisme, la personne en face de moi, elle va faire pareil, quoi, tu vois. Et rien que ça, en fait, ce tout petit moment, ça nous met dedans, quoi. C'est trop cool. Parce qu'en fait, moi, il marche très bien pour moi et peut-être il marchera aussi pour les gens. En fait, c'est aussi à vous de chercher quelle est la meilleure façon pour vous d'être le plus à l'aise dans l'interview et le plus tranquille, quoi. Donc moi, par exemple, mon canapé, là, qui est très confortable, je sais que ça fait partie aussi de ma recette magique, entre guillemets. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin que les gens ils s'affalent dans le canapé, quoi. Si on était tous les deux sur des chaises en bois ultra dures, tu restes pas 1 heure de la même façon que tu es dans un canapé, quoi. Voilà, ça c'est si vous avez le choix du lieu de l'interview. Si ça se passe par exemple à votre domicile ou à votre bureau, vous pouvez créer ce petit rituel qui vous appartient. Ça peut être une grande respiration comme Fabflo. Comme ça. Ça peut être apporter de l'eau. Parce que oui, on ne l'a pas dit, mais buvez de l'eau avant d'interviewer. Ça permet de vous détendre, diminuer les bruits de bouche pour vous et pour l'invité. Et encore mieux si c'est du jus de pomme ou de pamplemousse d'ailleurs. Vous pouvez choisir une salle avec un canapé, des fauteuils confortables, prendre le temps de vous mettre à l'aise. Et si jamais vous n'avez pas le choix du lieu, parce que vous devez aller à la rencontre de votre interviewé par exemple, recréez votre propre rituel à l'extérieur. De mon côté, c'est ce que je fais, parce que j'interviewe jamais les personnes au même endroit. Je me rends chez mes invités ou à leur bureau. Et dans ce cas, je vais d'abord m'informer en amont du lieu, pour des raisons techniques. Mais sur place, j'arrive un petit peu en avance. Souvent, je vais au café pour relire mes notes, parce que je lis mes notes et ensuite je les oublie, enfin je les sors pas pendant l'interview. Et mon rituel pour me déstresser, c'est que pendant que je briefe l'invité, au final, je le briefe lui, je lui dis que tout va bien se passer et en fait, c'est aussi un brief pour moi pour me dire que tout va bien se passer. Donc voilà, à vous de trouver votre propre rituel. Vous l'avez attendu, on parle enfin d'animer l'interview. Il était temps, non, après 2 épisodes et demi. Donc, on arrive enfin au vif du sujet. 2 hypothèses. Soit vous n'avez pas encore préparé de questions, mais ça, on l'a vu, c'est plutôt recommandé quand vous avez un peu d'expérience. Soit vous avez votre conducteur, votre liste de thématiques ou de questions, et vous avez des notes. C'est une bonne chose, très utile pour préparer l'interview. Ensuite, le jour J, il y a plusieurs écoles. Les personnes qui gardent leurs notes en main, qui les reprennent pour être sûres de poser toutes leurs questions, et les autres qui s'en éloignent. Moi, je suis comme Fabflo, je suis de celles qui n'ont pas de notes le jour J. Enfin, je les ai, mais dans ma poche, au cas où, vraiment pour me rassurer. D'ailleurs, petite parenthèse, dans ma précédente vie d'avocate, je préparais beaucoup les plaidoiries, et le jour J, je ne lisais pas non plus mes notes. À force de les préparer, je connaissais par cœur le sujet, ce qui me permettait ensuite d'être plus naturelle, plus pertinente, et ça donne la possibilité de rebondir et d'improviser le jour J. Si par exemple la partie adverse avait des arguments intéressants, ça permettait de rebondir sur ces arguments. Je pense que pour les interviews, c'est un peu la même chose. Ça n'engage que moi, mais je pense que plus vous aurez d'expérience, et plus vous vous éloignerez de vos notes. Et c'est d'ailleurs aussi le point de vue de Fabflo. J'enlevais mes notes le plus vite possible. J'avais mes notes par terre, tu vois, par exemple, au départ, mais j'avais pas mes notes dans la main. Donc parfois, si j'avais un trou, ok, j'avais quand même mes notes par terre, je voyais à peu près où je voulais aller, mais c'était plutôt pour me rassurer. Faut se jeter à l'eau et faut y aller. Tu as quand même en tête un fil conducteur, oui. J'imagine, pour mener la conversation. Oui. Comment tu l'imagines, ce fil conducteur, même si tu l'écris pas? Je sais pas, je l'ai en tête. C'est vraiment... Je l'ai en tête et j'ai pas de notes. Et en fait, la personne, on démarre comme ça, ou... Je sais, parfois même, je démarre l'interview juste sur un truc random qui s'est passé 3 secondes avant, quoi, tu vois, parce que je trouve ça cool de démarrer comme ça et de rebondir là-dessus et de voir où ça nous mène. C'est un peu une danse, quoi. C'est un peu un tango, donc en fait, un tango, c'est aussi une rencontre. Donc pour moi, ça marche bien, la métaphore marche pas trop mal. Non, je te jure, je sais pas où je vais. Mais j'improvise énormément, mais je peux improviser d'autant plus que ça fait 15 ans que je fais ça. Je t'aurais sans doute pas dit ça il y a 10 ans, même peut-être encore il y a 5 ans, parce que j'ai aussi énormément progressé là depuis que je fais quasiment plus que ça. Je sens vraiment que plus ça va, plus je suis posé et installé et assis, quoi, tu vois, dans mon rôle. Donc préparez d'abord, ayez des notes, puis détachez-vous petit à petit dès que vous le pourrez. Le but, c'est d'être en mesure d'écouter le plus possible votre interlocuteur,
pour pouvoir être dans l'échange, rebondir, improviser des relances pertinentes sur les réponses qu'il y a à creuser. Parce que oui, vous allez poser vos questions, mais vous allez aussi improviser d'autres questions au fil de la conversation. Il faut juste toujours avoir en tête votre angle pour ne pas poser des questions sur des sujets qui sont complètement hors sujet. Tout ce que vous avez prévu dans votre tête pour que l'interview soit réussie, rien ne va se passer comme vous l'avez imaginé en fait. Et donc l'art de l'interview, c'est vraiment d'être en capacité de ne pas avoir peur en fait d'improviser. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez être surpris. La personne en face de vous va prendre des chemins que vous n'aviez pas prévus quand vous avez préparé cette interview. Elle va vous surprendre sur le fond comme sur la forme. Et en fait, c'est ça qui est génial et qui rend cet exercice absolument magique et fascinant en fait, quoi. Et qu'on ne se lasse pas de cet exercice de l'interview. C'est qu'en fait, il y a toujours une part d'improvisation qui est énorme. Et il faut pas être effrayé par ça, au contraire. Et c'est ça qui est délicieux, quoi. Faut pas vous dire, j'avais pas prévu ça. C'est normal en fait que vous ayez pas prévu ça. C'est que l'interview elle est réussie s'il se passe quelque chose que vous avez pas prévu. En plus de rebondir, ce qui est aussi important, c'est de savoir recadrer. Pour le faire instinctivement, je vous conseille d'avoir à l'esprit le sujet de votre interview, l'angle de votre interview. Et gardez ça en tête pendant tout l'échange. À chaque fois que vous posez une question, gardez en tête votre angle. Ça permet de ne pas vous laisser embarquer dans des sujets qui sont intéressants, mais un peu annexes ou carrément hors sujet. Pour ça, une astuce que vous pouvez utiliser, c'est, avant de commencer l'interview, donner un titre à votre futur épisode de podcast. Et si les réponses de votre invité s'éloignent trop de ce titre que vous avez en tête, recadrez l'échange. En fait, si tu poses une question et que la personne elle répond complètement à côté, en fait, soit je la laisse terminer sa réponse, et en fait, je vais dire ah mais non, en fait, moi ce que je voulais savoir, c'était plutôt par rapport à ce point-là, et de voir un petit peu si la personne elle réagit. Tu vois, après, il m'est arrivé d'interrompre une interview et de dire je suis désolé, mais en fait, ça correspond pas du tout à ce qu'on avait raconté, à ce qu'on s'était dit et tout. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas bien compris? Est-ce que ça veut dire que t'es pas à l'aise, qu'on peut peut-être faire une petite pause? De quoi tu as besoin? Bref, il faut savoir faire ça. Et aujourd'hui, je le fais sans aucun problème. Au départ, j'aurais jamais osé, mais aujourd'hui, je sais qu'en fait, je suis tellement à l'aise dans ma position d'intervieweur que en fait, c'est moi qui gère, c'est mon job, je sais comment le faire. Et en fait, la personne en face, je sais aussi comment faire pour peut-être la recadrer par rapport à ce que je veux. Ça arrive très rarement, hein, tu vois, mais faut surtout pas hésiter à faire ça, quoi. Surtout pas. Après, c'est vrai que votre degré de recadrage peut aussi dépendre de votre méthode d'interview. Par exemple, si vous ne coupez rien et que votre interview, vous allez la livrer telle qu'elle sur les plateformes d'écoute, ça peut être important de ne pas laisser des divagations durer qui vont perdre vos auditeurs. Au contraire, si vous faites beaucoup de montage, que vous sélectionnez scrupuleusement des extraits, alors les divagations sont aussi à limiter, bien sûr, mais parfois, elles peuvent être utiles à ce que la personne soit à l'aise, développe son propos, pour ensuite être en mesure de se livrer totalement sur le sujet qui vous intéresse précisément. Et à ce propos, Alice Milo m'a donné un ordre d'idée du ratio temps d'enregistrement et durée d'épisode qui reste à garder. Je pars du principe que quand je veux garder une interview de 10 à 15 minutes, c'est-à-dire que si je sais qu'après montage, je vais garder entre 10 à 15 minutes d'interview, je dois tourner en moyenne entre 40 et 50 minutes de rush. C'est ça mon ratio. Parce que les auditeurs, ils ont plein de choses à faire. Et en fait, si ils prennent le temps de vous écouter, bah, il faut leur faire écouter le meilleur, en fait. Et souvent, sur une interview de 50 minutes, le meilleur, il se résume très bien en 20 minutes. C'est respectueux de tout le monde, en fait, de couper. C'est respectueux de l'auditeur et c'est respectueux de la personne que vous interviewez. Voilà, c'est l'approche journalistique d'Alice Milo qui est très intéressante. Et je trouve que c'est bien de l'avoir en tête comme référence. Je sais que ce point de vue n'est pas partagé par tous les podcasteurs, mais ce que je voulais vous faire entendre aujourd'hui, c'est que c'est à vous de trouver l'approche qui vous correspond. Et si vous avez un projet documentaire, narratif, vous vous retrouverez plus dans l'approche d'Alice, je pense. Il vous faudra sélectionner, couper, angler. Si vous avez une approche d'interview brute, qui tend plutôt vers la conversation, ou si pour des raisons de ressources, vous ne pouvez pas vous permettre de faire de montage, vous vous retrouvez peut-être un peu plus dans l'approche de FabFlow. De mon côté, mon approche diffère en fonction des projets, mais je suis plutôt du genre à sélectionner, couper, comme ici avec les extraits les plus pertinents de mes échanges avec Alice et Fabrice. À vous maintenant de trouver votre approche. Si on résume, une bonne interview se prépare avec un pré-entretien ou des recherches, des questions et un conducteur, une mise à l'aise de l'invité, une mise à l'aise de vous-même, une préparation du matériel et ensuite
vous déroulez. Vous prenez du plaisir, vous ouvrez vos écoutilles, vous rebondissez, vous recadrez si nécessaire. Mais pour finir, je trouvais intéressant de vous montrer que malgré tout ce qu'on a vu, théoriquement, et malgré des années d'expérience, parfois, tout ne se passe pas comme prévu. Parce que tout ça, c'est des conseils, mais après, il y a aussi la pratique. Alice m'a raconté une anecdote d'une de ses pires et à la fois meilleures interviews. C'est ça la magie des interviews. Et en fait, dans ce podcast, qui était une série qui s'appelait Voix postale, qui n'existe plus aujourd'hui, mais dans lequel on a fait 3 saisons, on faisait le portrait de gens qui travaillaient à la Poste, mais qui étaient des postiers exceptionnels. C'est-à-dire qu'ils avaient fait des choses incroyables, etc. Donc elle, Lorraine, elle avait monté un projet de reboisement de grande envergure, et du coup, ils avaient souhaité lui donner la parole dans ce podcast. Donc c'était vraiment un portrait d'elle. J'arrive sur le site, et franchement, je découvre une jeune femme très attachante, mais vraiment le prototype de la mauvaise cliente, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait pas envie de participer au projet, super pas confiance en elle, une toute petite voix, elle me répondait chaque question par sujet, verbe, complément, et c'était fini. Elle donnait pas d'image, elle donnait pas envie. Enfin, c'était pas une fille inintéressante, mais franchement, elle était pas bonne au micro, quoi. C'était horrible, quoi. Enfin, et du coup, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais petite goutte de sueur, quoi. En mode, cet épisode, je crois que je vais pas le faire, en fait, quoi. Je crois que je vais rentrer chez moi, puis je vais leur dire, ça va pas le faire, en fait, faut que vous me trouviez quelqu'un d'autre, quoi. Sauf que là, il fallait quand même que je raconte son histoire. À un moment donné, quand j'essayais encore de la cuisiner et que je voyais qu'elle, elle se décomposait parce qu'elle voyait bien que, en fait, c'était horrible. Toutes les deux, on s'embourbait dans une interview affreuse. Elle voyait que moi, j'avais pas ce que je voulais. Elle arrivait pas à me donner autre chose parce que c'est ce qu'elle était. Elle était trop mal à l'aise dans l'exercice. Moi, je commençais à désespérer. Et puis, à un moment donné, je lui dis, mais j'ai essayé de me comprendre sa personnalité. Je dis, mais comment c'est venu, en fait, cette idée, quoi? Et là, elle me dit, non, mais c'est parce qu'en fait, quand je débauche du travail, il est 23h et donc je vais à ma voiture, comme ça, il fait nuit. Et en fait, vous savez, dans les zones industrielles, il y a des grands panneaux publicitaires lumineux. Et au pied d'un panneau publicitaire où je garais ma voiture, j'ai vu qu'il y avait une petite famille de mulots qui vivaient là, qui avaient creusé un trou au pied de ce panneau publicitaire, etc. Et puis, du coup, de temps en temps, je leur apportais des petits trucs à grignoter et tout ça. Et puis elle me raconte cette anecdote et je me dis, ah ouais, non, mais en fait, cette meuf, c'est une nana de ouf, quoi. C'est un trésor, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a personne sur Terre que je connais qui est en capacité d'avoir une sensibilité aussi forte que de remarquer qu'au pied d'un panneau publicitaire vit une famille de mulots. Et en fait, je me dis, mais en fait, cette meuf, c'est un poème, quoi. Et en fait, je me suis dit, OK, maintenant, tu te détends. Tu lâches l'affaire avec le côté qu'elle a une bonne diction, qu'elle parle pas bien, OK, tant pis. Tu fais avec ce qu'elle est. Tu t'adaptes à ce qu'elle est. Cette meuf, c'est un trésor. Maintenant, c'est à toi, la journaliste, de t'adapter à ce qu'elle est et pas l'inverse, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, cette meuf, elle a des choses à dire. Donc, on s'en fout. Elle est pas bonne cliente, mais on va quand même faire le sujet avec elle et ça va être génial. Et en fait, à la seconde où j'ai switché dans ma tête, en fait, je me suis détendue. Et du coup, elle s'est détendue aussi. D'un coup, je m'en fichais qu'en fait, elle rentre plus dans mes cases parce qu'en fait, je réorientais mes questions autrement. J'allais chercher autre chose chez elle, en fait, que ce que j'étais allée chercher chez d'autres gens, dans d'autres portraits précédents de la même série, etc. Et en fait, cette histoire de mulot, elle reste pour moi... il y a eu un avant et un après l'histoire du mulot, quoi. On va pas se mentir, le sujet tenait pas avec elle toute seule. Je me suis dit, c'est pas grave, improvisation, je prends des béquilles. Elle est centrale quand même dans le sujet parce que c'est un portrait d'elle. Mais du coup, j'ai laissé beaucoup plus de place dans le podcast à ses collègues et à sa boss, à sa hiérarchie. Et en fait, j'ai fait exister son personnage à travers les gens qui vivent avec elle et qui la décrivent. C'était chouette. En fait, ça faisait un portrait un peu kaléidoscope. Parce que elle était pas capable de raconter parce qu'elle était trop mauvaise cliente sur le fond. Là où elle était pas claire dans la manière de délivrer les infos, parce que moi, j'avais besoin d'infos aussi, quoi. J'avais pas besoin que de son portrait onirique, quoi. J'avais besoin qu'elle me délivre des infos sur le projet. Elle était incapable de me dire parce qu'elle était trop mauvaise, entre guillemets, pour expliquer les choses de manière claire. Et je l'ai mis dans ma voix off. Je l'ai fait dire par sa boss. Et tout ce que on comprenait d'elle, mais qu'elle n'était pas capable de dire d'elle-même, je l'ai fait dire par ses collègues. Et du coup, franchement, c'est un de nos plus bels épisodes. Comme quoi, je trouve que cet exemple-là, il réunit tout, en fait. Il réunit le fait qu'il faut briefer les gens, mais pas trop, qu'il faut improviser, préparer, mais pas trop, et surtout, en fait, il faut s'adapter à qui on a en face de nous. Je trouve que cette anecdote est un très bel exemple de la beauté et de la complexité de l'exercice de l'interview. Parce qu'entre la préparation et l'improvisation, il faut jongler, mais surtout, il faut être à l'écoute, être en empathie et être très généreux dans cet exercice. Sur ce, je vous souhaite de très belles interviews. Et parce que j'aime vous donner le maximum pour vous aider, je vous ajoute en note de l'épisode toutes les références, les podcasts d'Alice, de FabFlow, et aussi d'autres inspirations et ressources pour vos interviews,
Parce que je trouve qu'une des choses que vous pouvez faire pour vous améliorer en interview, c'est d'abord d'en faire, bien sûr, mais aussi d'en écouter. D'écouter des interviews d'autres personnes, ça pourrait vous inspirer, ça peut infuser sans que vous en ayez l'impression. Donc je vais vous mettre une liste de personnes que je trouve très fortes en interview. J'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné des idées à mettre en pratique pour votre propre podcast. Pour plus de ressources, vous pouvez vous abonner à la newsletter du podcast. Et pour me suggérer des thématiques d'épisodes et des invités, vous pouvez m'envoyer un mail, un message sur LinkedIn ou me laisser un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. À bientôt pour un prochain épisode. C'est fini? Bah oui, Pourquoi? parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non? Oui!